Tu écoutes l'épisode 140 de S'ouvrir à l'amour, rebondir après un divorce. Alors avant que je rentre dans le vif du sujet avec mon invité, j'aimerais t'inviter à t'inscrire à mon workshop gratuit. Donc le thème du workshop, c'est comment se remettre d'une rupture. Tu as le lien dans les notes de l'épisode. Pour cet épisode, ça me tenait à cœur de pouvoir échanger avec une personne qui est passée par cette phase. Et j'ai l'honneur d'avoir Anouk Paulus, qui est co-auteur du podcast Feminity. Peut-être que tu le connais déjà. Elle anime ce podcast avec Chloé Lévy. Et leur motto, c'est de parler un peu de sujets de la vie au féminin et de la vie en général, avec authenticité, sans tabou. Et voilà, ça me tenait à cœur, en fait, de t'inviter, Anouk, parce que j'ai beaucoup de personnes qui traversent cette phase de divorce, qui se sentent beaucoup perdues. Et je me suis dit que ça serait super si tu pouvais nous partager un petit peu les phases par lesquelles tu es passée, qu'est-ce qui t'a aidé dans ces phases-là. Donc voilà, est-ce que tu veux peut-être te présenter? Et puis, rentrer dans le vif du sujet en nous disant, voilà, quel a été le processus qui a fait que tu as décidé de franchir ce pas, de te séparer et qu'est-ce qui t'a fait prendre finalement cette décision? En termes de présentation, enfin déjà merci pour l'invitation et je suis ravie de pouvoir partager mon expérience parce que je sais ô combien c'est pas évident, on se sent seul, on pense qu'on est les seuls à vivre ce genre de choses. On est un petit peu perdu et sans repère, donc je pense que les témoignages sont parfois bien plus parlants que des grands livres. Je suis ravie de pouvoir partager ça. Je sais que c'était intime, c'est authentique, donc j'espère vraiment, voilà, prenez tout ce que je vous donne comme aussi un cadeau. J'ai eu la chance que quelqu'un me témoigne son expérience aussi. Donc voilà, c'est vrai que c'est particulier, hein, j'ouvre un peu mon cœur, mais ça me fait plaisir de partager ça. Je pense qu'en termes de présentation, tu as dit le principal par rapport au podcast, mais j'ai aussi une activité de life coach depuis 1 an et demi. C'est une activité qui aujourd'hui a tout son sens aussi par rapport à cette histoire passée. Et puis j'ai un autre travail aussi, je suis manager d'une grande équipe au niveau achat. Et puis je suis maman aussi d'une petite fille et j'ai 40 ans aujourd'hui, ce qui aide aussi, je pense, dans la prévention de certains événements. J'ai plus de recul, je crois, aujourd'hui que quand j'étais plus jeune. Alors, pour revenir dans le vif du sujet, ça me dit, en fait, bon, l'élément déclencheur, parce qu'il y a toujours un élément déclencheur, c'est la fameuse goutte qui fait déborder le vase. Ça a été tout simplement une tromperie. En tout cas, enfin, apprendre le fait qu'il y a eu une tromperie. Alors, ça, c'est la raison qu'on donne et qui est la dernière raison qui fait déborder le vase, qui est la raison officielle. Mais je pense que c'est très important de recontextualiser les choses parce que dans ma vision, en tout cas à l'époque du couple et de la vie, l'erreur, elle est humaine. On peut faire des mauvais choix, on peut se tromper. Je pense qu'un couple, c'est aussi pouvoir accepter que on a à un moment donné dérapé, mais en recontextualisant la faute, en recontextualisant l'histoire passée. Donc moi, j'ai passé 11 ans et demi avec le papa de ma fille. Le contexte peut t'aider à prendre plus facilement une décision, je pense. Euh, Là où une faute peut être pardonnée, quelque chose qui s'ajoute à un cumul de mal-être l'est parfois moins. Je pense que ce que j'ai fait, moi, personnellement, c'est un bilan. C'est un bilan de ces 11 années. Je pense qu'on ne le fait pas, en fait, quand on est dans le day-to-day. Voilà, on vit à 100 000 à l'heure, les jours passent, on part en vacances, les enfants, enfin voilà. On est dans cette machine infernale de la vie. Et donc, je me suis posée, j'ai fait un bilan, mais j'ai essayé de dissocier les émotions parce que dans ce moment-là, on est un peu, voilà, prise par plein d'émotions différentes. J'ai essayé de faire le bilan, mais de recontextualiser les choses et surtout d'essayer de répondre à une question, c'est est-ce que je suis heureuse? Je pense que malgré parfois certaines fautes ou erreurs, globalement, on peut dire ah ben, je suis heureuse dans ma vie. Mais à cette réponse-là, j'avais pas de réponse affirmative, probablement de ma responsabilité aussi, parce que encore une fois, je pense qu'un couple, c'est chacun doit veiller à son épanouissement personnel aussi dans ce couple. Et donc, à la conclusion de, bah, il y a eu beaucoup de choses du passé que j'ai acceptées.
pour plein de raisons louables et légitimes, hein, qui sont l'engagement, le mariage. On sait que c'est difficile, on sait qu'il y a des moments qui seront peut-être plus stressants, on a des moments de doute. Ça fait partie de la vie, donc ça, c'est pas un problème. Mais c'est vrai au regard des 11 années, j'avais eu le sentiment de porter ce couple seul et d'avoir eu aussi idéalisé, peut-être fantasmé la relation qu'on avait. Et je pense que ce qui est important, hormis l'erreur ou la faute, c'est aussi le process dans lequel ça se passe. Ça, c'est quelque chose qui m'a aidé à prendre la décision aussi. C'était comment la personne vous l'annonce, comment vous apprenez l'information. Est-ce que c'est lui qui vous annonce quelque chose ou est-ce que vous l'apprenez? Est-ce que la personne est sincère? Est-ce que la personne s'excuse? Est-ce que la personne reconnaît ses torts? Est-ce que, elle essaye de trouver des solutions? Est-ce que, enfin voilà. Et dans ce process-là, malheureusement, la personne n'a pas été, selon moi, suffisamment honnête et ça m'a posé problème parce que je pense que dans ces moments-là, tout ce qu'on a besoin, c'est de reconnaître enfin, sa part de responsabilité dans l'acte, la faute, et aussi de mettre des choses en place, mais de s'excuser et d'être dans vraiment le je suis désolée de t'avoir fait du mal, me donner peut-être un semblant d'explication, ce que je n'ai pas eu. Donc c'est vrai que c'est ça qui m'a plongée vraiment dans. J'avais plus qu'une voie. Je me voyais pas ne pas prendre cette voie-là. Déjà, merci pour ton partage parce que ce que je note c'est qu'il y a beaucoup de facteurs qui arrivent et il y a beaucoup, au moment où on vit ça et qu'on est face à cette décision, il y a cette fameuse goutte d'eau qui déborde le vase, comment ça se passe, et il y a tout ce qui s'est passé en amont, tout ça avec au-dessus cette montagne d'émotions qui peuvent aller dans tous les sens, et parallèlement aussi ce sentiment, peut-être cette habitude, les choses qui vont bien aussi dans la relation, bah, c'est jamais tout rose et tout noir, et c'est en fait bah, le réflexe que tu as eu de poser les choses à plat, de faire le bilan. C'est ça finalement qui peut vraiment aider à prendre une décision en conscience, peut-être à prendre une décision aussi sans le regretter, Mhm. avoir une vue claire de ce qui reste encore peut-être à tenter avant de prendre la décision. Et le mot à la fin que tu as dit qui m'a pas mal interpellée, c'est voilà, à la fin, je voyais qu'il y avait que cette décision à prendre et finalement, toute cette réflexion intérieure, ça t'a vraiment aidé à prendre. À mûrir, si tu Mhm. veux, la décision. Donc, déjà, merci beaucoup pour ce partage. Peut-être un petit élément qui peut être intéressant, c'est que quand j'explique cette histoire comme ça, sans donner de détails, on a peut-être l'impression que j'ai regardé 11 ans en arrière et j'ai eu l'impression de ne rien pouvoir sauver. Mhm, C'est pas le cas. Il y a mhm. plein d'éléments heureux et tu viens d'en parler. Il y a plein de choses incroyables qu'on a vécues, qui resserrent les liens. Il y a eu l'arrivée de ma fille. Enfin, voilà, il y a plein de choses, bien sûr, qui sont là. Mais c'est vrai que la tentation, indirectement, c'est j'ai peur, je vais perdre mon foyer, ma stabilité, tout ce que j'ai toujours connu. Je le connais depuis mes 23 ans, j'en ai 35 à l'époque. Tout mon quotidien va basculer. Voilà, donc c'est vrai que il y a mais ça s'est quand même bien passé. Je veux juste dire aussi que c'est pas tout noir et du coup un jour je me réveille et voilà, il y avait des éléments quand même heureux et c'est pas pour ça qu'on ne prend pas cette décision. C'est aussi ça que je veux dire, c'est que on doit pouvoir accepter de quitter des choses parce qu'à un moment donné, ce n'est plus suffisant. Le niveau est plus requis, les attentes ne sont pas enfin, j'ai même pas envie de parler d'attentes, mais en tout cas, les engagements de base ou les valeurs ne sont plus respectés. Et c'est le meilleur choix d'amour-propre qu'on puisse se faire aussi, malgré les événements heureux. Oui, et ça, c'est super important. En fait, tu quittes pas forcément une personne parce qu'il n'y avait pas d'amour ou pas de choses bien. C'est Voilà, que quand tu fais la balance de tout ça, ben, tu sais que tu t'y retrouves plus et que tu as besoin de autre chose, en fait. complètement. T'as bien résumé ça. Bah, écoute, je vais enchaîner avec la deuxième phase. Tu as déjà commencé peut-être un petit peu à le mentionner. La première étape, quand il y a cette séparation, ce divorce, c'est l'étape du deuil. Bah, de l'expérience avec les coachés que j'ai, c'est souvent, en fait, ce deuil, il se fait souvent déjà en amont de la séparation. Moi, j'appelle ça cette tombée du masque où d'un seul coup, bah, au départ, plutôt dans le déni, en se disant mais non, ça va aller, c'est un coup de mou, c'est quelque chose qui va s'arranger, la routine, on a une phase difficile. Enfin, il y a plein de choses qui font qu'on est dans cette phase non, non, ça va aller.
Et après, ce fameux masque qui peut tomber où on se rend compte qu'il y a un mal-être et petit à petit, ce deuil est en train de s'entamer. Comment ça s'est passé pour toi, cette phase de deuil? Alors, pour les gens qui écoutent, si vous avez envie d'écouter toutes les phases en détail expliquées, j'explique ça dans l'épisode 42 du podcast. Comment tu as vécu, toi, cette phase de deuil? Alors déjà, tu dis quelque chose de très juste. Je pense qu'on passe par plusieurs phases de petit deuil avant le grand choc. C'est-à-dire qu'il y a le choc de cette goutte d'eau, le truc que tu peux plus passer au-dessus, c'est trop. Avant, il y a une succession de petits deuils qui sont en fait chaque fois souvent étouffés. On se voile beaucoup la face et comme tu l'as dit avec beaucoup de précision, on se dit bah, c'est une mauvaise phase, ça va passer. Et effectivement, parfois, il y a des phases un peu creuses et ça peut passer. Mais je pense qu'il faut garder en tête que la répétition, alors qu'on en a discuté, qu'on a clarifié les choses, qu'on a pu chacun parler de la vision qu'on avait, que c'était pas OK, d'essayer de trouver un terrain d'entente. Quand ça se reproduit, ça se reproduit, ça se reproduit. Je pense qu'il est de notre devoir d'ouvrir les yeux grands. Et donc, c'est vrai que ces petits deuils successifs font qu'à un moment donné, euh, quand il y a un choc, enfin une annonce ou cette goutte d'eau qui déborde, là on a une phase beaucoup plus. C'est le vrai deuil qui commence, enfin, je dirais l'officiel, si je puis dire. Bon, d'abord, c'est vraiment le choc, c'est pourquoi moi? En fait, il y a plein de questions qui t'assaillent. Si tu te dis, mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Est-ce que enfin, je ne suis pas assez? Je mérite pas. J'ai pourtant donné tout ce que je pouvais. J'ai essayé de trouver toutes les solutions. Voilà, on refait un petit peu le monde et on se dit, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Ça m'arrive pas à moi, à 35 ans. On était bien. Enfin, voilà. Et alors, on commence aussi après moi, j'étais fort dans le déni quand même, mais pas dans le déni, c'est pas arrivé. Plutôt, j'ai plus envie d'en parler. Donc, moi, j'avais envie d'étouffer l'affaire. Donc, je pense que le déni, il y a différentes façons. Moi, j'ai voulu très vite, j'en tournais la page, mais je me voilais complètement. Enfin, je n'accueillais pas ça et je voulais passer directement à la phase genre j'accepte. Alors que voilà, c'est pas si simple de skipper certaines étapes. Ça m'est revenu en boomerang, évidemment, par la suite, parce que quand tu revis certains épisodes avec d'autres personnes, ça peut être des amis, de la famille, quelque chose qui te fait penser au même mécanisme de rejet, abandon, incompréhension. Je me suis mise à pleurer et à avoir des crises d'angoisse sur des situations complètement incongrues. Et en fait, quand je réfléchissais à mais comment ça se fait, c'est pas là cette situation-là qui crée ça, c'est autre chose, je me rendais compte que c'était le même schéma que finalement ce choc de quelqu'un qui te trompe et qui n'est pas honnête et une perte de confiance, quoi. Et donc c'est vrai que c'est revenu en boomerang, voilà. Et ce qui est pas évident, je trouve, dans la rupture avec des longues histoires aussi, c'est que bah, peut-être toute forme d'histoire, mais c'est vrai qu'on crée un foyer, c'est qu'il y a le deuil du couple, il y a le deuil de moi en tant que femme, ben voilà, je vais rentrer dans un nouveau chapitre de ma vie à un âge qui est différent, avec, avec peut-être des problématiques, des souhaits différents, et puis il y a le deuil du foyer. Et je sais que c'est très difficile parce que on n'a pas toujours envie d'aller dans cette direction parce qu'on sait qu'on va aussi perdre cet endroit où on se retrouve, cet endroit où il y a du bruit, où on rit, où on partage. Et la solitude, c'est pas juste la solitude vraiment physique, personnelle, c'est ce côté réconfortant. Tu Mhm. sais, les Noëls, enfin voilà, il Ouais. y a plus la même saveur. Donc tu sais que il va y avoir des pertes qui sont pas juste moi en tant que femme. Voilà, c'est plus large. Donc c'est vrai que ça peut faire peur au départ. Mhm. On doit juste réapprendre à se connaître et à investiguer d'autres champs. Mais c'est vrai que c'est plein de deuils successifs. Ouais, il y a plusieurs choses qui m'ont touchée dans ce que tu m'as dit. L'aspect de ces petits deuils successifs avant le grand deuil, ça c'est quelque chose que beaucoup de coachés me disent. Mais j'avais abandonné l'idée que je Mhm. pouvais recevoir ça dans la relation. Et puis à un moment donné, ben, c'est cette goutte d'eau qui déborde et qui fait prendre la décision. La deuxième chose qui m'a beaucoup parlé dans ce que tu as dit, c'est
En effet, en fait, on vit tous le déni d'une manière différente et ça s'explique vraiment en termes de système nerveux. Il y a des personnes qui vont être à fond dans l'action, thérapie, psychothérapie, je fais mon truc, je me dépasse, tout va bien. Et puis en fait, ton corps, quand c'est un choc super important, il va encaisser Mhm. et il va stocker une partie, la partie que tu n'arrives pas à sortir, il va la stocker dans le corps et au moment où il sent que tu recommences en fait à gagner un peu en capacité, c'est là où il va ressortir les choses. Et Mhm. souvent, ça peut être assez décontenant parce que tu te dis, Ouais. non, mais je pensais que c'était fini, C'était OK. Ouais. c'était OK, que j'avais dépassé, j'ai tout compris, mais en fait, le corps, il l'a pas encore encaissé, il l'a pas encore décaissé, si je peux le dire ça comme ça. Et justement, ce que tu dis que certaines situations par la suite réactivent, ça, c'est vraiment le signe, tu vois, que le corps, bah, il a besoin, un, de se libérer et deux, de changer son mécanisme de réaction parce que bah, il y a une blessure qui a été créée aussi. Des fois, il y a des relations qui font certains schémas amoureux. Écouter le corps et accueillir quand l'émotion arrive, c'est vraiment ce qui permet de passer ce cap, en fait. Je suis Euh, d'accord avec toi. C'est vrai que le corps est un allié là-dedans. Le mhm, corps et le temps. C'est ouais. vrai que dans le process de deuil, on pense que parce qu'on passe par certaines phases, ou alors qu'on a le contrôle sur le temps utile à chaque phase pour passer à la suivante, si en plus on s'est renseigné sur quelle phase, on a l'impression qu'on peut choisir la phase par laquelle on passe. Mhm, C'est tellement plus complexe que ça et ça nous échappe. Et je pense qu'on doit pouvoir accepter que ça nous échappe et que le temps et la patience sont avec notre corps des alliés et le temps est utile à ça. mhm. Il n'y a rien à faire. Ça, c'est bateau, hein. On dit toujours oui, il faut le temps, mais c'est une réalité. C'est vraiment une réalité. En fait, pour processer, même le corps, il a besoin d'un certain temps. Ouais. Il va pas forcément tout régler comme ça du jour au lendemain. Il a besoin d'encaisser la chose, hein. C'est vraiment au sens propre du terme. C'est comme si quand quelqu'un court un marathon, bah, à la fin du marathon, il y a une période, il y a un besoin en fait de retourner par une période de repos pour processer en fait tout ce qui est arrivé. C'est la même chose quand on a un choc émotionnel assez important. Ça demande au corps un petit temps de processer. Alors bien sûr, il y a des actions qu'on peut faire consciemment, mais en effet, il y a un bloc de temps que tu peux pas éliminer. Je sais que beaucoup de gens aimeraient une autre réponse, mais malheureusement, ouais, c'est en Malheureusement, effet. non. Mm. Il y a pas vraiment d'autres choix. Alors, tu as parlé juste avant de cet aspect de crise identitaire qui peut arriver. Alors, dans les personnes qui ont vécu un divorce, j'ai remarqué que ça arrivait souvent dans le cas où tu as eu ce sentiment de beaucoup te suradapter dans ta relation, de faire des concessions, mais peut-être des concessions au-delà de ce que tu aurais aimé faire. Ou bien si en fait, la relation, c'était pas exactement ce que tu voulais. Peut-être que tu avais une première idée en début de relation, puis que bah, on grandit, on change, on a des envies, des besoins différents, et que ces changements-là, en fait, ils se sont pas intégrés dans ta relation de couple. Est-ce que toi, tu as vécu une crise comme ça? Et puis, qu'est-ce qui a pu t'aider, en fait, à traverser cette crise si tu l'as vécue? Alors, crise identitaire, il y a, mais alors il y a évidemment de nouveau toujours plusieurs facteurs, hein. Ouais. Ouais, c'est chaque fois multifactoriel. La première chose, c'est que j'étais très jeune, 23 ans, pas forcément énormément d'expérience ou alors des expériences plutôt heureuses avec un modèle aussi familial stable, de parents qui sont restés longtemps ensemble, qui se sont battus. Voilà. Donc, il y a cette idée-là de j'ai 23 ans, je suis construite avec des modèles, mes expériences passées sont pas catastrophiques, j'ai une idée de ce qu'est l'amour, en tout cas à ce moment-là. Et puis un jour, j'en ai 35. Donc, déjà, ben, le temps passe, on a grandi, on a évolué dans cette relation avec notre partenaire. Et donc, déjà, de nous-mêmes, enfin par nous-mêmes, on fait rarement le bilan, je trouve, sauf quand il y a une rupture ou une crise grave, quelque chose qui nous arrive. Mais c'est vrai que je me suis pas vue changer. Et par contre, moi, j'ai l'impression que je me suis fort, comme tu le dis, adaptée ou suradaptée à la situation,
Faut savoir qu'on a pas mal galéré. Bon, ça renforce aussi, mais je pense que j'ai moi voulu beaucoup donner à la relation et j'ai effectivement constaté à la suite qu'il n'y avait pas toujours la réciprocité en termes d'investissement. Ma responsabilité aussi de pas pouvoir peut-être en rediscuter ou redistribuer les cartes, ou en tout cas moi d'en faire moins, mais le constat aussi de bah, je ne m'aimais pas peut-être suffisamment pour m'affirmer, la peur d'être quittée, de pas être assez, de voilà, il y a plein d'éléments qui viennent perturber ça, donc je pense que cette crise identitaire, moi, je l'ai eu assez fort, même si je sais que j'ai toujours été fidèle à moi-même, je connais mes valeurs, mon socle, etc. Mais je me suis rendu compte aussi que, au nom des valeurs ou de ce qu'on estime être juste, on se bat parfois au-delà de ce qu'est la valeur même. Je veux dire, moi, je suis quelqu'un de très loyal, mais où s'arrête la limite et où est-ce qu'en fait je ne suis plus loyale envers moi-même parce que je le suis trop envers quelqu'un qui n'a pas cette réciprocité? Ça, c'est une vraie question et je pense qu'elle est essentielle. Donc, je pense qu'en termes d'identité, au niveau des valeurs, elles ont été là, mais elles ont été réajustées au niveau des limites. Par contre, en tant que femme, ou dans la maturité de ce que j'attends dans un couple, par expérience, j'ai compris que, il y avait des choses que j'avais pas explorées ou que j'ignorais même que c'était possible. Et en tant que femme, je me connaissais pas suffisamment. Ça, c'est une réalité. J'avais le sentiment quand même d'être finalement la copie de ce que mes parents m'ont inculqué comme étant juste et bon. Et je crois que je me suis aussi perdue parfois à me battre. Chez nous, c'est le labeur, on se bat, on, on fait en sorte que ça tienne, on donne les moyens. Et donc, pour moi, c'était normal que ce soit compliqué, difficile. J'en étais presque fière, quoi. On se bat ensemble, mais je me battais toute seule. Donc voilà, ça, c'est compliqué. Mais après, vraiment sur le côté, quand tu es très jeune, je pense on se connaît pas. On se connaît pas. Moi, aujourd'hui, j'ai une connaissance de moi qui est beaucoup plus large. Ça fait 5 ans que je me suis séparée. Et un, j'ai jamais été aussi heureuse. Deux, épanouie. Mais je pense que heureuse et épanouie, c'est pas parce que je suis libérée d'un couple, c'est parce que j'ai une connaissance de moi-même et de mes besoins, de mes désirs, de la différence entre les deux, de ce qui est sain pour moi. J'ai appris à mieux communiquer, à exprimer mes envies, à être plus assertive quand j'étais pas contente. Enfin voilà, j'ai fait plein d'apprentissages et j'ai multiplié les expériences à la rencontre des gens, à la rencontre de moi-même, de sensations. Je me suis adonnée à plein de sports, plein d'activités. J'ai élargi mon cercle d'amis, j'en ai fermé d'autres. J'ai été explorer des choses que je m'interdisais d'explorer. J'ai osé certaines choses. C'est vrai que j'avais pas mal de tabous quand même, où je me disais non, c'est pas bien, attachée à une image, l'image que mes parents me disaient de ces choses-là. Il faut savoir que j'ai travaillé avec une coach aussi sur le fait que, tu vois, on a parlé de l'image du couple, l'image de la famille, ce que les gens, les qu'en dira-t-on, l'image que tu as de toi-même, de ce que tu es en train de faire, je divorce. Et 35 ans, mon Dieu, qu'est-ce que les gens vont dire? Et en plus, je dois donner une raison. Les gens vont, ah, c'était compliqué. Et moi, j'ai une vision de plus en plus non normée de l'amour au sens de la société. Euh, et j'avais du mal à l'assumer. Aujourd'hui, c'est complètement assumé. Et c'est vrai que c'est un soulagement aussi, et c'est ce qui fait que je me sens hyper épanouie aujourd'hui. Euh, et je regrette pas d'avoir fait ce choix et tout ce travail parce que je sais que si demain je devais quitter cette terre, je le serais apaisée. Il y a beaucoup de choses qui Oui, sont dessinées il y a dans plein ce d'éléments, mais c'est vaste. Mm. Et en effet, je pense que l'âge où tu te mets en couple, ça a quand même une influence. Moi, par exemple, ma crise identitaire, je l'ai fait à 25 ans et honnêtement, j'ai fait le deuil de tout ce que mes parents attendaient de moi et en fait, je suis contente de ne pas avoir été en couple à ce moment-là parce que c'est aussi une phase qui n'est pas évidente où tu te sens un peu fragile avec toi-même, tu sais plus qui tu es. Donc, moi, je me posais la question, mais est-ce que j'ai fait les études juste pour mes parents? Est-ce que j'aime ça? Est-ce que je suis comme ça?
est-ce que j'ai envie d'être en couple? Enfin, vraiment, ça peut remettre beaucoup de choses. Et je comprends en fait que selon l'âge où tu commences une relation, ce cheminement, eh ben, tu le fais quand même à côté de quelqu'un et pas totalement libre de toi avec toi. Et souvent, en fait, ce travail que tu n'as pas pu faire avant, bah, ça se retrouve quelques années plus tard à la fin de la relation naturellement. Merci du partage de ce qui t'a aidé parce que je trouve que des fois, ça peut être ouais, faire perdre cet équilibre de dire, mais attends, qui je suis finalement et d'aller en fait dans l'exploration. Toi, tu as mentionné que tu es allé dans plusieurs choses. Moi, personnellement aussi quand j'avais cette crise d'identité, c'est l'exploration, follow the fun, regarder ce qui me nourrit, regarder ce qui me fait plutôt dépérir en termes d'énergie, pour petit à petit solidifier. Et le deuxième truc que tu avais dit que je trouvais intéressant, c'était, oui, les notions de valeur où tu avais dit, par exemple, pour l'aspect, où est la limite, où est le juste. Et en fait, c'est vrai que la fin d'une relation longue, c'est aussi une opportunité pour se dire, voilà, j'ai ma valeur, mais à quelle échelle? Quel est le bon niveau? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce qui n'est pas juste pour moi? Et de retrouver ton juste, en fait, finalement. Oui, tout à fait. Mais Mm. je veux aussi souligner le fait que pour certaines personnes, je pense que dans une relation saine où les personnes se connaissent un petit peu, Mhm. pour moi, il est tout à fait possible de, d'évoluer ensemble et d'apprendre à se connaître mutuellement, si tant est qu'on ait chacun un espace de liberté suffisant et de respect de l'altérité de l'autre. Et je trouve que ça, c'est quelque chose que moi, j'avais pas conscience. J'avais cette idée de fusion comme ça, de passion, voilà, de 22 ans. J'étais wouhou, voilà. Mais je me rends compte que avec une vision beaucoup plus mature aujourd'hui, j'ai toujours voulu une forme de liberté et de pouvoir exister en tant que personne seule dans un couple. Mhm. Et, je sais que c'est totalement faisable. Donc, encore une fois, je ne voudrais pas fermer le discours aujourd'hui. C'est juste l'exemple de Anouk jeune, dans une méconnaissance, un manque d'expérience. Mais pour beaucoup de gens, enfin, il y a certaines personnes qui arrivent en tout cas à continuer à grandir ensemble parce qu'ils se donnent l'espace. Mhm. Et je crois que c'est ça le plus important. J'ai pas envie d'être négative dans le discours, au contraire, et c'est pour ça que j'apporte chaque fois une nuance aussi. Euh, c'est possible. Oui, c'est possible et c'est vrai que ça demande en fait d'arriver, d'avoir cette capacité de dire, il y a mon monde, mon partenaire a son monde et il y a la relation en fait. Alors moi personnellement, avec mon mari, ce qui m'a vraiment aidé en fait à passer ce cap, c'est que moi, quand j'ai eu cette crise d'identité, j'avais mon monde qui était suffisamment fort et clair pour avoir une, si tu veux, cette délimitation beaucoup plus claire en fait, et de dire, bon, bah ça c'est quelque chose de la relation, ça c'est quelque chose de son monde à lui, ça c'est mon monde à moi, et puis de, quand tu avances et qu'il y a des passages que tu dis, bon, là c'est plus quelque chose de moi avec moi, ça c'est plus de lui avec lui, pas tout prendre personnellement non plus quand c'est l'autre qui vit une mini-crise identitaire dans la relation. C'est possible et ça demande du travail. Je pense que naturellement, quand tu commences une relation plus jeune, c'est aussi plus difficile parce que tu as moins eu de temps de connexion juste à ton monde, en fait. C'est plus ça que je voulais relever dans ce que tu avais dit. Et je pense que ce qui peut faire peur aussi, c'est justement, tu parlais du monde qui s'effondre, enfin, de cette peur de je vais pas savoir rester debout si la personne me quitte ou si je le quitte. Mhm, Et en fait, moi, j'ai remarqué quelque chose, et c'était vraiment au départ, je me suis dit, je vais jamais pouvoir, ça va être compliqué. Et en fait, je me suis quand même rendu compte après coup que, tu sais, au lieu d'avoir cette vision de je me scratch là, ça fait ça. En fait, j'ai très peu subi mhm, ce que j'avais fantasmé subir. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais quand même suffisamment ancrée mhm, et construite, même si je me connaissais pas suffisamment mhm, et que j'étais solide en fait. Euh, et donc j'ai pu relever ça plus facilement que ce que j'avais imaginé, même si ça a été difficile. Et la même chose par rapport à la solitude.
c'est que je me suis rendu compte aussi que cette peur d'être seule, quand je regardais après coup, je me suis dit, mais en fait, est-ce que j'ai pas toujours été très seule? Mhm. Est-ce que je n'ai pas mené tous ces combats, toutes ces actions, la gestion de ma fille, un job, enfin une formation sur le côté. En fait, je me suis rendu compte que j'allais pas être impactée si fort que ça parce qu'au final, dans ma vie avec cette personne-là, j'étais profondément seule. Et Mhm. donc, j'avais peur de quelque chose que je vivais au quotidien et j'allais pas me retrouver plus seule après. Et Mhm. ça, c'est aussi peut-être une clé pour les personnes qui ont peur de se retrouver seules, c'est que très souvent, ces gens-là sont déjà profondément seuls dans leur vie en couple. Mhm. Ils n'ont pas ce soutien, ils n'ont pas cette écoute, ils n'ont pas des actes qui, euh, qui permettent de peut-être apaiser certaines situations. Il n'y a pas cette réciprocité. Et donc, si je peux donner un message à ces personnes, c'est souvent elles sont très fortes, ces personnes déjà, et elles soulèvent des montagnes seules. Et donc, ça va pas être une grande perturbation comme elles s'imaginent l'être. Mhm. Moi, ça m'a vraiment réconfortée de me dire, mais en fait, je gère. Et c'est vrai que des fois, on peut sous-estimer la force qu'on peut Mm. avoir de traverser certaines épreuves. Et merci de le rappeler parce que des fois, c'est vrai, ça peut sembler une montagne, ça peut sembler impossible. Et bah, tu es la preuve vivante que bah, ça peut se passer aussi bien. Et merci de redonner ce message parce que c'est vrai que c'est une anticipation qui n'est pas forcément évidente en fait. Mhm. Tu as parlé en fait justement que après ta séparation, tu as fait le point Mhm. sur ben, qu'est-ce qui allait pas, tu as fait le bilan de la relation Ouais. et je trouve que c'est une étape super importante pour ben, redéfinir peut-être ton modèle de couple, de comment tu vois le couple à nouveau, changer les aspects où tu penses avoir eu ta part de tort, enfin ton 50% dans la relation, et aussi identifier peut-être justement l'influence des modèles que tu as vus dans ton enfance, que ce soit tes parents ou tes expériences relationnelles passées. Quelles seraient les leçons que toi, tu as tirées personnellement et est-ce que tu as peut-être identifié certains schémas et comment tu ferais ça de différent? Alors, par rapport au schéma que j'ai identifié, bah, il y a plusieurs choses. Le premier élément, c'était, comme je t'ai dit, peut-être faire le deuil je vais avoir un couple aussi solide et durable que mes parents. Quoique je voyais les failles de leur couple, enfin, il y a un moment donné, on devient adulte et on se rend compte que c'est pas parfait. Donc, j'étais pas dans cette vision romantisée, Disney, du couple. Je savais que c'était difficile. Mes parents sont passés par plein de phases. Néanmoins, je voyais que, ils ont toujours été là l'un pour l'autre. C'est des rocs. Et donc, je me suis dit, bon, voilà, je sais que c'est pas une histoire d'amour passionnel, ça va être un projet, un couple, une famille, ça va pas être facile, mais j'avais cette idée que ça va durer toujours, en fait, parce qu'on le voudra. Donc, c'est vrai que, comme tu disais, les premiers schémas, c'est peut-être faire une distinction entre les proches qui sont autour de nous et finalement notre vie et nos rencontres. On doit quand même pouvoir se dire que on va pas pouvoir dupliquer forcément nos modèles. Donc ça, on n'est pas maître de la rencontre de l'autre, de comment ça va évoluer, même si on a l'impression qu'on va avoir le contrôle sur tout ça, ça nous échappe. Après, dans les schémas, j'avais quand même cette idée j'ai une maman qui a été éduquée d'une certaine manière, avec une place de la femme particulière aussi, où elle prodigue beaucoup, elle est au soin pour la famille, elle travaille en même temps, mais elle est tout le temps dans le don d'elle-même. Elle s'est beaucoup oubliée en tant que femme, elle a fait beaucoup de concessions, mais c'était dans ses propres schémas aussi, c'était comme ça. Et donc, et j'ai un papa qui est plutôt avec un héritage un peu plus macho, on va dire, qui est assez adouci avec l'âge maintenant et l'expérience, mais voilà, c'était un peu l'idée que la femme soit un peu sauveuse, infirmière, et porte tous les rôles magnifiquement bien, de femme de foyer, maîtresse, enfin voilà, il fallait avoir le combo et tout ça.
Et c'est vrai que j'ai eu ce côté aussi où, comme ma maman, je voulais tout donner, quitte à m'oublier, même si à un moment donné, je me suis dit non, je veux pas ça pour moi. Moi, je veux pouvoir exister en tant que telle, mais je me rendais compte que dans ma manière de fonctionner, bah voilà, je mettais l'argent de côté, ben je le mettais dans ses projets à lui, pas pour mes projets à moi. Euh, j'ai démissionné pour aller l'aider dans un projet un autre projet qu'il avait. J'ai travaillé pour lui. Enfin, alors que enfin, c'est des choses que j'ai vues avec ma maman et qui l'a pas rendue heureuse. Enfin, j'étais un peu, j'ai démissionné pour le suivre dans un autre pays. Enfin, alors, encore une fois, j'ai envie de nuancer, ces choses-là peuvent être faites évidemment sans qu'on ait ce problème de dépendance affective, mais je me rendais bien compte que je courais après quelque chose qui n'était pas un partage, mais aime-moi, regarde, tu es génial, je suis là tout le temps à te soutenir, je suis une femme incroyable, parce que j'avais pas l'impression qu'il le voyait, puisque j'avais pas le retour. J'étais toujours en train d'aller me dépasser à montrer que j'étais cette femme incroyable qu'il ne voyait pas. Parce que je me dis, s'il n'investit pas, c'est peut-être qu'il ne le voit pas suffisamment. Enfin voilà, c'était un petit peu ça. Donc j'ai été beaucoup dans la démonstration. J'ai fait beaucoup de choses qui, au final, je me dis, est-ce que j'en avais vraiment envie? Je suis pas certaine. Et c'est vrai quand j'en parle avec ma maman aujourd'hui, qui me dit, bah tu sais, moi j'ai quand même le sentiment, même si je suis très heureuse, elle dit, je suis passée à côté de choses parce que je me suis pas écoutée, j'ai voulu pour ton père, mais c'était plus éducationnel. Moi, je sais que c'est parce que je m'aimais pas suffisamment et que j'avais l'impression que je devais prouver pour être aimée. Donc c'est vrai que dans ces schémas-là, c'est quelque chose que je voulais toujours être acceptée par les belles familles, voilà. Mais parce que j'arrivais pas à me remplir moi-même et me dire que j'étais une femme incroyable toute seule sans qu'on me le dise. Mhm. Donc ça, c'est un travail aussi que j'ai dû faire enfin, un travail de reconnexion à moi et aujourd'hui, j'ai plus besoin qu'on me dise que je suis quelqu'un de bien, que je suis quelqu'un qui a le mérite, qui peut être, qui mérite l'amour et qui a plein de qualités. Si aujourd'hui quelqu'un ne le voit pas, je lui dis bah tu continues ton chemin, c'est pas grave en fait, c'est pas un souci. Mais ça a été longtemps compliqué. Le rejet, l'abandon, c'est si quelqu'un vous trouve pas à son goût, ben même s'il me plaisait pas, c'était compliqué. Donc Mhm. et ça, c'est quelque chose qu'on apprend. Moi, aujourd'hui, j'en rigole beaucoup. Je me dis, ben, c'est normal. Moi-même, je n'ai pas envie d'être avec tout le monde. Donc, je dois pouvoir accepter que tout le monde n'ait pas envie d'être avec moi. Mais je pouvais peut-être pousser le bouchon juste pour qu'on on me trouve jolie ou intéressante, alors que la personne ne m'intéressait pas. Donc, ça, ce sont des schémas qu'on identifie et qu'on reproduit systématiquement. Et ce qui nous pousse parfois à être. Enfin, on se retrouve dans des couples dans lesquels on n'a pas envie d'être. Et en fait, c'est une question d'ego et pas de connexion avec la personne réelle. J'ai envie d'aller satisfaire une peur, quelque chose qui n'a rien à voir avec la personne. Quand on fait le bilan, on se dit pourquoi j'étais avec cette personne? On n'a pas de réponse. Là, il Mhm. y a un problème. Donc ça, c'est vrai que c'est bon, c'est toutes des déconstructions. Hein. Mhm. Faut vraiment. Moi, la suite de la dépendance, après, je suis devenue un peu évitante. Je me suis dit, ok, je donne tout, alors je donne plus. Donc j'étais hyper détachée. Donc là, je me suis vue faire ça. Donc j'ai fait les extrêmes. Je pense que tout le monde passe par les extrêmes. Donc après le divorce, j'étais en mode, je calcule personne, je suis évitante, je veux pas être en couple. Le couple, c'est de la merde. J'étais vraiment dans le rejet de tout, mais c'était pas ça non plus, et c'était pas ce que je voulais non plus. Mais donc, je pense qu'on passe par ces extrêmes pour enfin venir à une phase où on a compris ce qu'on voulait et on ose l'affirmer. Mais c'est vrai que voilà, je suis passée de l'anxiété à l'évitant. Mhm. Et là, je me sens super bien. Je n'ai pas peur d'avancer avec quelqu'un, mais en même temps, j'irai pas me mettre en couple pour me mettre en couple. Ma Mhm. vision du couple a complètement changé aussi. Ma vision de l'amour a complètement changé. Et c'est vrai que là où j'acceptais pas de me montrer vulnérable, aujourd'hui, je sais que c'est le cœur d'une future relation que je voudrais avoir enfin, ou que je vis, c'est Mhm. qu'avant j'étais cette force et je portais tout. Je sais que je vais devoir accepter aussi de ne pas être un roc tout le temps et de Mhm. pouvoir aussi être dans cette force aussi, parce que pour moi, reconnaître qu'on est vulnérable sur certains points, c'est une force et laisser la place à l'autre d'exister. Parce que je me suis rendu compte que finalement, si j'avais laissé de la place dans ma précédente relation, donc ma responsabilité de laisser la place à l'autre,
et que je n'avais pas comblé systématiquement, ben, j'aurais constaté les manquements. Je me serais pas dit c'est fait au final, parce que oui, il y aurait des choses qui n'auraient pas été faites. Je pense Mhm. qu'aujourd'hui, laisser la place à l'autre, c'est une chance aussi dans les deux sens. C'est soit tu vois que la personne ne prend pas la place, n'est pas, du coup, n'est pas la bonne personne, soit bah, lui se sent investi d'une place que tu lui laisses. Et là, il y a un vrai équilibre. Donc ça, c'est un apprentissage aussi. Moi, je montrais pas ma vulnérabilité. J'ai toujours été une femme battante. Tu parlais de beaucoup d'actions. J'avais tendance à ne pas, euh, ne pas prendre le temps, ne pas relâcher, ne pas être dans ma féminité, ne pas être donc être toujours dans performance, action, réactivité, qu'est-ce que je vais faire demain pour, encore une fois, c'est peut-être cette façon d'étouffer. Et je pense que un travail à faire aussi, c'est quand on a une connaissance de soi, c'est d'aller chercher les parties plus de l'ombre, hein, et oser aller creuser ça parce que ce sont des belles parties. Mhm. Et je pense que si tu veux avoir accès à l'amour sincère et la connexion et laisser la place à l'autre, tu es obligé d'aller dans tes propres ombres. Il n'y Mhm. a pas le choix et tu dois ouvrir une porte. Je pense que j'étais beaucoup trop dans le contrôle et, euh, et aujourd'hui, le fait d'être complètement aussi authentique sur ce que je veux et ce que je veux pas, je gagne du temps et je me mens pas et je mens pas à l'autre. En fait, finalement, je me rends compte que je n'étais pas authentique. En fait, c'est moi qui n'étais pas authentique. Je me vois encore dire non, non, mais c'est OK, non, mais ça me va, mais c'est génial. Me retrouver à des soirées auxquelles je n'ai pas envie d'être, accepter des remarques de proches de mon partenaire que je n'aurais jamais accepté qu'on me dise. Plus jamais, en fait. En fait, aujourd'hui, c'est redéfinir mes limites, mes exigences, mes vrais besoins et mes désirs, parce qu'il y a de vraies différences. Je me suis rendu compte que j'étais souvent dans le désir. Est-ce que j'avais vraiment besoin de ces choses-là? Non. On s'invente des besoins, à combler, alors qu'au final, c'est pas l'essentiel aussi. Il y a un travail sur les émotions, sur l'écoute de son corps, t'en parlais, mais c'est hyper... En fait, je faisais un déni de mon corps. Il me parlait tout le temps, je me retrouvais à l'hôpital, je savais pas pourquoi, et on trouvait jamais les raisons, quoi. Et à chaque fois, les médecins me disaient, je pense que c'est psychologique, mademoiselle. Mais non, mais si. Mhm. Si notre corps est une machine incroyable, aujourd'hui, je sais quand c'est quelle zone, quand telle zone de mon corps parle, je sais que bah, probablement j'accepte trop des choses et il faut que je sois recentrée sur le non. Et le non est une bonne décision. Quitter est une bonne décision. Quand c'est ici plus bas, tout ce qui est intestinal, c'est autre chose. Donc je suis beaucoup plus à l'écoute. Et alors oui, ça c'est un truc hyper important, écoute active, Mhm. parce que je me rendais compte que j'entendais que ce que je voulais entendre Mhm. et que tous les éléments étaient là, mais que je refusais de peut-être d'entendre. Mais je pense qu'en fait, très vite, on a les réponses à nos questions. Et Mhm. je pense qu'on doit aussi oser poser les questions, même si on a peur d'entendre les réponses. J'ai pas mal de copines aussi comme ça. Je leur dis, mais pourquoi tu ne poses pas la question? Parce que si tu as la réponse mais non, ben, tu vas pas poursuivre cette relation. Les gens n'osent pas demander parce qu'ils ont peur. Donc ça veut dire qu'on vit déjà dans le mensonge Ouais. de la relation. Il y a énormément d'aspects, je crois qu'on pourra en parler des heures, mais Ben, ce que dans ce que tu as raconté, en fait, je trouvais intéressant de voir les couches d'oignons en oui. fait que ça révèle en fait. Le premier, ben, peut-être se défaire de l'idéal des parents. Après, la couche au-dessus, de se dire, OK, mais qu'est-ce que je répète en relation? Le schéma que tu as mentionné, en fait, quel est le prix d'être une femme en relation et souvent répéter le modèle de sa maman, ça c'est quelque chose que je vois très souvent en relation. Et du coup, ce modèle-là, en fait, dans la vie amoureuse, souvent, ça passe par des phases de hyper-indépendance. Ah, moi, je veux pas payer ce prix-là d'être en relation, donc je suis bien seule, j'ai besoin de personne. Ouais. Et je suis en couple, mais je me reconnais plus. Pourtant, je sais qui je suis. Et en fait, quand on a ce schéma, en fait, la couche du dessous, c'est de sortir sa casquette de super-héroïne, on va dire ça comme ça, et de comprendre quelle est la partie la plus vulnérable de soi, qu'est-ce que ça cache dessous.
Et c'est là où tu vas dans dans la couche de l'oignon la plus importante, parce que c'est ça qui va te permettre, dans ta prochaine relation, finalement, d'oser t'ouvrir, d'oser rentrer en réelle connexion avec l'autre et d'avoir cette connexion que ben, tant que tu as le schéma au-dessus de la sauveuse, l'infirmière, comme tu as dit, ben, c'est difficile parce que tu es, dans un rôle qui n'est pas ce que tu veux forcément, mais ce que tu penses devoir faire. Et en dessous, bah, tu as la petite fille blessée ou le petit garçon blessé pour un homme qui arrive pas à montrer cette part. Et la voie de l'amour, en fait, c'est moi, j'appelle aussi des fois, c'est la voie du courage. C'est la voie Complètement. d'aller dans cette part de l'oignon, d'aller confronter des fois quand il y a cette insécurité-là. Et dans ma vie de couple actuelle, en fait, je dis toujours, c'est nettoyer la poussière sous le tapis avant que ça devienne la montagne. Et quand tu dois le faire, tu as toujours le petit moment où tu te dis, punaise, je plonge dans le vide. J'aimerais plutôt faire le Netflix and chill, si tu veux, à mon avis. Mhm. Mais c'est ça qui va te permettre d'avancer dans une étape et qui fait que la relation, elle se renforce au lieu qu'elle se sépare, en fait. Ouais, j'adore cette idée de courage. C'est quelque chose que j'écris souvent en grand quand j'écris des petites choses. Mais c'est fou que ça doit être cette notion de courage. Parce qu'au final, être soi, ça devrait aller de soi, justement, et oser poser les questions sans avoir peur du retour de l'autre. Ça devrait être quelque chose de naturel. Enfin, c'est fou, tu vois. On sait vraiment, on est tous toujours dans cette crainte de comment l'autre va prendre les choses. Je pense que si on apprend à dire les choses, avoir le courage de poser certaines questions, avoir le courage de constater ou de tirer des leçons de certaines choses. Ou alors, moi, je sais maintenant ce qui va me... Tu parlais d'insécurité, j'en ai plus énormément. Parfois, c'est juste un petit truc du passé qui est là. Et alors, je l'identifie directement. Je me dis, bah oui, en fait, ça me crée ça parce que ça appelle ça. Et en fait, directement, tu balayes ce stress, mais avoir le courage de se connaître dans ses côtés les plus sombres et en même temps, ouais, de se regarder dans le miroir, en fait. Tout nu, quoi, façon de parler, tu vois. Et puis tout nu face à l'autre aussi. Ouais, complètement. Et en fait, moi, Complètement. la réponse, parce que je me la suis posée aussi, celle-là, je l'ai trouvée par comment ton système nerveux, il est créé en fait. Ton système nerveux, il est créé par la survie. La pire punition qu'un animal social, donc un mammifère comme nous, c'est l'exclusion sociale. Et la connexion, en fait, elle se fait physiologiquement quand tu as accès à ton état ventral, à ton état vagal ventral. Et en fait, c'est un frein à ton naturel qui est ah, c'est la survie, il faut que je survive. C'est pour ça que c'est du courage. Parce que, en fait, ça demande En gros, c'est comme si tu es un animal social dans la nature, avec plein de potentiels dangers, où tu dois te dire, ah non, mais attends, je freine le tout. Là, je suis avec quelqu'un qui me prend comme je suis. Et c'est pour ça que c'est la voie du courage. Parce que ça demande d'aller sur yes. Et bien sûr, selon le passé que tu as pu avoir, les schémas, les peurs, les expériences relationnelles passées, ben, ce frein, il peut être vachement plus dur à appuyer qu'à d'autres. Et ça grandit au fur et à mesure que tu approfondis la relation, en fait. La chance de vivre quand même une... Enfin, c'est horrible de dire ça parce que c'est pas une chance. Je vais dire l'opportunité dans la douleur de vivre des choses, enfin, des événements qu'on on n'a pas envie de faire subir à quelqu'un en vrai, hein, parce que la tromperie, le mensonge, voilà, c'est des choses enfin, moi que je valide pas du tout. Mais l'opportunité de ça, c'est justement le plus jamais ça. Plus jamais je n'accepterai ça. Parce qu'en fait, je me rends compte que tant qu'on a un seuil de tolérance ou qu'on n'arrive pas à un stade à cette goutte d'eau, j'ai l'impression que c'est parfois plus complexe. Alors que moi, une fois que je me suis dit plus jamais ça, j'ai plus forcément eu besoin de courage, entre guillemets, même si c'est une forme d'affirmation de soi, mais c'était
c'était un système de défense, c'était plus Mhm, du courage. mhm, C'était ma défense, c'était mon affirmation de moi. C'est comme ça, en fait. Ça s'imposait. Et mhm. ça, je trouve que là où avant, j'aurais pris 12 pincettes, je me serais remise, comme tu disais, c'est inconfortable, je vais devoir parler de ça. Il va falloir que je me sorte de mon quotidien et que j'aille trouver mon courage pour parler de ça. Aujourd'hui, je ne me vois pas ne plus. Enfin, c'est naturel, vraiment. Et je pense que ce système de défense te permet une forme de viabilité aussi. Je Et t'en as préfère, besoin, hein, c'est la mais colère complètement. saine, c'est celle qui te permet de justement d'être aligné avec toi, d'être dans tes limites, dans le respect de ça. Si on a un système de survie, c'est qu'il y a une vraie bonne raison de le faire. Donc oui, oui, ça Mais c'est c'est sûr que ça viscéral, aide. c'est ça que je veux dire, c'est devenu viscéral. Ouais, ouais, Tu peux plus. oui. J'entends certaines personnes parler, je ne sais pas si tu es en dating, j'entends trois phrases. Je vais pas généraliser, bien sûr, mais c'est des choses que j'ai entendues, je sais. En fait, donc Oui, ben, mais écoute, il n'y a pas de il y souci. a, Voilà. t'as un détecteur automatique, ça se fait par le corps et ça vient des tripes en général, ça c'est sûr. Complètement, complètement, complètement. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner aux personnes ben, qui viennent de divorcer et qui, voilà, qui aimeraient peut-être autre chose que ce qu'on n'a pas encore parlé ou... Je pense qu'il y a une partie du processus qu'on doit faire seul. Ça, c'est important de se le figurer. Mais on dit beaucoup, oui, tu dois faire ça seul, etc. Mais je pense qu'il faut aussi être entouré. En fait, je suis quelqu'un qui a toujours ses opposés, il faut les deux. Donc, il faut avoir des moments où on se retrouve seul, faire des activités seul, même si c'est 1 heure au départ et que c'est inconfortable, ça nous aide énormément à voir clair. Et des moments où on est avec d'autres personnes, mais là, je parlerai de divertissement et de passer à autre chose. Ce que j'ai envie de partager aussi, c'est le fait que parfois l'entourage a des avis sur ce que vous êtes en train de faire, sur les choix que vous êtes en train de porter. C'est votre vie. Et il y a des choses que moi, j'ai décidé de ne plus partager parce que j'estime trop intime. Je préfère le partager avec une coach, une psy, quelqu'un qui est neutre et qui va pouvoir vraiment être connecté à ce que moi, je veux vraiment dans ma vie et pas des gens qui ont peur à ma place parce que leur écosystème va être bouleversé si je divorce. Hmm. Donc, c'est vraiment important. On peut les remercier. Merci de t'inquiéter pour moi. Je vois que bah, c'est une forme d'amour que tu me montres, mais je travaille ça avec mon coach ou avec quelqu'un, peu importe, vous n'avez même pas besoin de vous justifier en vrai, mais je pense que on donne beaucoup trop d'importance à la vie de nos proches. Ils vivent pas notre réalité, ils sauront jamais ce qu'on est en train de vivre. Et pourtant, si on est mal, c'est que tout ça existe vraiment. Donc ça, c'est quelque chose, c'est protéger un petit peu cette forme d'intimité, mais néanmoins se faire aider par des personnes externes, je pense que c'est très, très important. Et un message important que j'ai aussi envie de donner, c'est que il faut avoir une vraie confiance en la vie. La vie, elle est incroyable. Il y a plein de choses magnifiques qui se passent tous les jours. On a tendance à l'oublier. On s'émerveille plus, mais rien que le fait de pouvoir avoir cette nouvelle chance, de se connaître, de s'émerveiller, de ressentir les choses, d'être inondé d'émotions, juste de peut-être reconnecter avec quelqu'un d'autre. Enfin, on a l'amour de nos proches aussi, je veux dire entre les besoins et le désir, il y a plein de choses différentes, mais de l'affection, on en a. Maintenant, un couple, faut pas se mettre la pression d'absolument un idéal de demain. Il faut que je sois en couple et je suis seule et je suis seule. Et aussi vous dire que enfin, peut-être les choix qu'on fait, même s'ils sont différents de la majorité des gens, ils sont louables, ils sont légitimes, ils sont bons. En fait, on n'est pas obligé d'avoir tous la même vie, avec tous les mêmes besoins et tous la manière de réussir notre vie. Vous n'avez pas raté quelque chose parce que vous avez le courage de prendre une décision, de quitter quelque chose qui ne vous plaît plus, dans lequel vous n'êtes plus heureux et vous n'êtes plus comblé. Vous êtes au contraire fort et courageux et c'est une belle preuve d'amour de soi. Mais j'ai vraiment envie de dire que on se réalise. Moi, je pensais pas être dans cette situation-ci à 40 ans. Je pensais pas, je me voyais en famille, toujours mariée. Et si on m'avait dit, bah, tu vas divorcer et tout, je me serais dit, bah, je vais être malheureuse. J'ai jamais été aussi bien de ma vie et c'est pas pour faire l'apologie de la séparation parce que je pense effectivement qu'il faut donner le maximum et faire en sorte que le couple fonctionne et chacun doit y mettre du sien, doit travailler, il y a des moments difficiles, mais je pense qu'à un moment donné, faut pouvoir
aussi quitter quelque chose qui ne nous convient plus et c'est juste un nouveau chapitre. Mais en fait, ça, quand on regarde notre vie, ce n'est qu'une succession de chapitres. La fin ne peut faire peur, mais c'est toujours un renouveau. Moi, je crois profondément en la vie et j'ai confiance et je pense que ça aide aussi. Je pense vraiment que si on est négatif et on voit que le trou noir, on ne va pas avancer. Or, les choses, enfin, tout finit par passer. C'est bête, hein, mais cette phrase, elle est tellement vraie. Mhm. Donc je dirais ça et oser, oser être soi, quoi. Merci pour cette note d'espoir. Merci d'avoir mentionné l'importance de se préserver, surtout dans cette phase où on peut être un peu plus fragile et puis Mm. que plein d'avis, ben, ça peut beaucoup plus basculer. Ça, je pense que c'est super important. Merci infiniment de ton partage à cœur ouvert. Je pense que ça va toucher énormément de personnes. Merci beaucoup d'avoir montré toutes les phases, toutes les étapes pour ce partage. Voilà, merci beaucoup pour cet échange aussi, personnellement. Merci Sandy, merci beaucoup parce que c'était très agréable. Et encore une fois, bah, c'est une forme de bilan et moi, ça m'aide aussi chaque fois un petit peu plus. Donc voilà, merci en tout cas pour le partage et à bientôt. Et puis, ben, venez nous écrire en message privé sur bah, qu'est-ce qui ça vous a révélé en vous, si ça vous a aidé. Ça fait toujours plaisir d'avoir des petits messages après un épisode. Et je vous dis à la semaine prochaine.